Se réveiller sans direction, c'est comme lâcher la barre en pleine tempête. Peu importe à quel point tu as bien dormi, si en ouvrant les yeux tu ne sais pas qui commande dans ton esprit, tu as déjà commencé à perdre. Le bruit du monde n'attend pas. Il t'attaque dès que tu te réveilles. Des nouvelles inutiles, des comparaisons absurdes, des tâches en suspens qui ne finissent jamais, des gens qui exigent sans comprendre ce que tu portes. Et si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas construit une armure interne avant de sortir sur le terrain, ce ne sera pas le monde qui te détruira. Ce sera toi qui te rendras sans résistance. Beaucoup commencent la journée sans se poser de questions, sans prendre le temps de décider quel type de présence ils veulent avoir dans leur propre vie. Ils laissent la première pensée les entraîner, le premier message dicter leur humeur, la hâte kidnapper leur volonté. Et ce désordre mental se transforme en anxiété, en fatigue émotionnelle, en un sentiment de vivre sans vivre. Le matin devient un champ de mine quand il n'est pas conçu avec intention. Cette vidéo commence là où tout change, dès la première minute de la journée. Ici, il ne s'agit pas de théories vides ni de phrases inspirantes. Ce que tu vas entendre, ce sont des principes stoïciens appliqués à la vie réelle. Des pratiques simples mais puissantes. Des actions concrètes qui t'apprennent à construire le calme avant le bruit, le contrôle avant le chaos et la direction avant de bouger. Parce que ce n'est pas un hasard si ceux qui dirigent leur journée avec discipline et clarté ne se brisent pas sous la pression externe. Ils s'élèvent au-dessus d'elle, restent jusqu'à la fin. Ce n'est pas une vidéo pour te sentir motivé un moment. C'est un guide pour créer des matins qui te préparent de l'intérieur, qui forgent ton tempérament et renforcent ton caractère. Nous allons construire dès le matin la version la plus solide de toi. 1. Honorer chaque matin ce que tu possèdes déjà. Un guerrier ne va pas au combat sans reconnaître ses armes. Et toi, chaque matin, tu te réveilles avec un arsenal que tu ignores. La vie, le corps que tu habites, les opportunités invisibles qui attendent ton regard, les liens qui te soutiennent, même les batailles surmontées qui ont laissé des cicatrices, mais aussi de la force. Honorer ce que tu possèdes déjà, c'est regarder cet arsenal avec respect avant de bouger. Car celui qui ne remercie pas ce qu'il a, le transforme en poids mort. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, ni de répéter des phrases vides. C'est une décision consciente de ne pas commencer la journée par le manque, mais par la reconnaissance. Le stoïcisme n'a jamais parlé de chercher le bonheur à l'extérieur. Sénèque l'a bien dit, l'essentiel est déjà en toi. Il ne faut pas aller le chercher, il faut le réveiller. Lorsque ta première pensée de la journée est une plainte ou une urgence, tu conditionnes déjà ton esprit à se concentrer sur ce qui manque. Et un esprit entraîné à détecter les manques voit des problèmes même dans l'abondance. C'est pourquoi la première chose à cultiver chaque matin est une pause silencieuse pour observer et reconnaître ce qui reste. Le toit qui te couvre, l'esprit qui pense, le corps qui ressent, les leçons que tu as déjà intégrées. Tout cela t'appartient déjà. Ce que tu en fais dépend de toi. Beaucoup se lèvent en regardant ce qu'ils n'ont pas. Ils voient le téléphone, ils voient les réseaux, ils voient ce que les autres montrent et sentent que leur vie n'est pas à la hauteur. Et là commence la défaite. Avant même de s'habiller, ils se sentent déjà moins. Avant de parler, ils se sont déjà comparés. Avant d'agir, ils se sont déjà sabotés. Tout cela parce qu'ils ne prennent pas un moment pour remercier ce qui est déjà là. La gratitude stoïcienne n'est pas un exercice superficiel, c'est une stratégie de guerre mentale. C'est reconnaître que même si le monde ne change pas, ton attitude peut le faire. Et cette attitude a le pouvoir de transformer la façon dont tu perçois et affrontes ce qui vient. Honorer ce que tu possèdes déjà ne signifie pas le conformisme. C'est avoir une clarté sur ton point de départ. Lorsque tu reconnais ce que tu as, tu utilises mieux tes ressources. Lorsque tu comprends que tu es aujourd'hui plus fort qu'hier, que tu as survécu à des choses qui t'auraient brisé auparavant, que tu as des outils que d'autres donneraient tout pour avoir, alors tu te tiens dans la journée avec une autre posture. Tu ne traînes pas les pieds, tu marches avec direction. Tu ne te lamentes pas, tu avances.
Parce que tu sais déjà que tu ne pars pas du vide, mais d'une base construite avec effort, avec douleur, avec histoire. Cette habitude n'a pas besoin de rituels compliqués. Il suffit d'un moment de présence avant de regarder n'importe quel écran, avant d'écouter n'importe quelle voix extérieure. Demande-toi en silence, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je n'avais peut-être pas hier? Qu'est-ce qui me soutient même au milieu du chaos? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli qui semblait impossible hier? Et ne cherche pas de grandes réponses, cherche les vraies. Le corps qui respire encore, l'esprit qui pense encore, la volonté qui ne s'est pas encore rendue. C'est du pouvoir. C'est déjà en toi. Commencer la journée avec gratitude ne t'affaiblit pas, ça te focalise. Parce qu'une personne qui reconnaît sa valeur interne n'a pas besoin de compétition, ni de prouver quoi que ce soit, ni de se traîner pour obtenir validation. Et lorsque le monde essaiera de te pousser vers l'anxiété ou la plainte, tu te souviendras de ton centre. Tu te souviendras que le véritable luxe n'est pas ce que tu as à l'extérieur, mais ce que tu sais maintenir à l'intérieur. 2. Tracez le cours de la journée avant de vous lever. Il y a des décisions qui se prennent debout, mais les plus importantes se forgent avant de bouger un seul muscle. La journée ne commence pas lorsque vous ouvrez les yeux, mais lorsque vous décidez qui va diriger vos actions. Ce choix silencieux que beaucoup ignorent par habitude ou précipitation est celui qui sépare ceux qui dirigent leur journée de ceux qui sont entraînés par elle. Se réveiller n'est pas suffisant. Ce qui change le cours des choses, c'est de se réveiller avec intention. Le chaos extérieur n'attend pas votre préparation. Dès que vous sortez du lit, le monde va essayer de vous remplir d'exigences, d'interruptions, de tâches en attente, de stimuli. Si vous n'avez pas tracé votre direction, tout l'extérieur occupera cet espace vide. Et c'est exactement ce qui fait que des milliers de personnes vivent en mode automatique, réactive, à la dérive. Il ne s'agit pas d'écrire un plan détaillé, ni de poursuivre la productivité comme si c'était une médaille. Il s'agit de ne pas donner votre énergie au premier bruit qui apparaît. De ne pas vous livrer automatiquement à ce que les autres attendent de vous, sans vous être d'abord demandé « Que veux-je soutenir fermement aujourd'hui ?» Le stoïcien anticipe. Marc Aurèle ne commençait pas la journée sans préparer son esprit aux difficultés, aux égaux qu'il rencontrerait, à la fatigue qui arriverait. Non pas par paranoïa, mais par clarté. Parce que si vous savez déjà que quelque chose peut arriver, cela ne vous prend pas par surprise et ne vous emporte pas. C'est ce qu'on appelle la prévoyance. Et la prévoyance est une forme de pouvoir. Choisir votre approche avant de vous lever est comme ajuster la boussole avant de commencer à marcher. Le chemin peut changer, mais vous savez déjà où vous ne voulez pas aller. Certaines personnes se réveillent et se précipitent directement vers le téléphone, le courrier, les tâches en attente. Ils le font avec de bonnes intentions, mais sans conscience. L'urgent remplace l'important. L'immédiat annule le profond. Et il devient facile d'oublier ce qui a vraiment besoin de votre attention. Votre état mental, votre énergie émotionnelle, votre volonté. Tout cela a besoin de direction, pas seulement de mouvement. Parce que bouger sans direction n'est que de l'agitation, pas du progrès. Tracer le cours de la journée, c'est s'arrêter, même quelques secondes, pour se rappeler qui vous êtes. Quelle valeur voulez-vous soutenir? Quelle faiblesse allez-vous défier? Quelle limite allez-vous protéger? Vous pouvez le répéter dans votre esprit, vous pouvez l'écrire, vous pouvez simplement le visualiser. L'important est de ne pas vous livrer à la journée sans avoir choisi votre attitude. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous, et ils ne le feront presque jamais avec vos intérêts à l'esprit. Une personne qui prend cette décision à l'aube n'est pas quelqu'un qui est contrôlé par l'environnement. C'est quelqu'un qui prend des décisions même sous pression, qui ne perd pas de temps avec l'inutile, qui sait quand s'arrêter et quand agir. Cette clarté qui semble invisible est celle qui fait la différence entre une journée gaspillée et une journée pleine de sens, entre quelqu'un qui réagit à partir de la fatigue et quelqu'un qui répond à partir du caractère. Chaque matin est une occasion de construire du caractère, mais il ne se construit pas à mi-journée, il se construit dans les premières minutes.
quand tout est silencieux, quand rien ne vous demande encore. C'est là que la racine est plantée, c'est là que se forme la posture interne avec laquelle vous allez affronter tout ce qui vient ensuite. Et si ce moment est respecté, si cette intention est établie, le reste de la journée cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile. 3. Activez le corps pour allumer l'esprit. L'esprit est comme une torche éteinte dans une grotte, plein de potentiel, mais inutile s'il n'est pas allumé. Et le feu qui le réveille ne naît pas de la pensée, mais du mouvement. Le corps est cette étincelle qui active tout. Lorsqu'il est endormi, lourd, lent, il entraîne également la clarté, la concentration et la volonté. Mais quand il se met en mouvement, quelque chose change. Non seulement le sang circule, mais aussi l'énergie, la motivation et le contrôle. Celui qui bouge son corps tôt ne le fait pas seulement pour être en forme. Il le fait parce qu'il a compris que l'état physique est la base de l'état mental. Beaucoup sous-estiment cela. Ils pensent qu'il suffit de se lever et de marcher jusqu'à la salle de bain, que bouger un peu entre les tâches compte comme activation. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de respecter une routine, mais de préparer le terrain intérieur à partir de l'effort. Le corps a besoin d'efforts pour se réveiller de la léthargie, pour oxygéner la pensée, pour produire cette tension positive qui active la volonté. Et il n'est pas nécessaire de s'entraîner comme un athlète, il suffit de s'engager dans le mouvement. Quelques minutes d'exercice, une promenade consciente, des étirements en silence. N'importe quoi qui te rappelle que tu as un corps qui répond, qui est vivant, qui est ton outil pour affronter ce qui vient. Le stoïcisme n'ignore pas le corps. Au contraire, il l'honore. Épictète parlait de l'entraîner non seulement pour la résistance physique, mais pour forger la discipline. La douleur, l'inconfort, la fatigue ne sont pas des ennemis du stoïque, ils sont ses alliés. Ce sont eux qui lui apprennent à maintenir le caractère même lorsque le corps tremble, parce que chaque goutte de sueur, chaque muscle tendu, chaque respiration haletante est un acte de réaffirmation. Je suis ici, je bouge, je me renforce. Et ce message est également reçu par l'esprit. Il se sent capable, il se sent vivant, il se sent ferme. Celui qui bouge au réveil a plus de contrôle sur ses pensées. On le voit dans l'attitude, dans la réponse au stress, dans la façon de parler, même dans l'énergie qu'il projette. Parce que le corps influence directement la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. Une posture ferme change ta perspective. Un cœur accéléré par l'exercice peut réduire l'anxiété qui t'attaquerait ensuite avec force. Et le plus important, cette action matinale te prouve à toi-même que tu peux faire quelque chose de difficile avant que le monde ne te le demande. Il ne s'agit pas de devenir esclave de la performance physique. Il s'agit d'utiliser le corps comme un outil de réveil. Parce que lorsque tu l'utilises, lorsque tu le bouges avec intention, l'esprit s'aligne, le bruit diminue, les idées se mettent en ordre, les émotions perdent leur intensité. Ce qui semblait urgent se met à sa place. Ce qui semblait lourd devient gérable. C'est un effet domino interne. Tu bouges le corps, tu nettoies l'esprit, tu actives la respiration, tu régules l'émotion. Tu fais face à la fatigue, tu renforces ton caractère. Cette habitude n'est pas négociable, parce que celui qui commence la journée sans activer son corps, la commence dans la passivité. Et la passivité est un terrain fertile pour le doute, l'apathie et le désordre. En revanche, lorsque tu prends le contrôle physique dès le matin, tu envoies un message au reste de toi. Nous allons agir, nous allons nous soutenir, nous allons résister. Même si la journée est difficile, même si des coups arrivent, même si c'est dur, parce que tu l'as déjà prouvé en commençant. Bouger le corps n'est pas seulement une question de santé, c'est une déclaration. C'est le moment où tu te dis « Je ne suis pas ici pour me laisser porter. Je suis ici pour répondre avec présence, pour vivre avec force, pour penser avec clarté. » 4. Filtrez ce que votre esprit reçoit au réveil. L'esprit fraîchement éveillé est comme un terrain fertile, juste avant la semence. Ce que vous y mettez dans les premières minutes va croître tout au long de la journée, pour le meilleur ou pour le pire.
Si vous semez du bruit, de l'anxiété, des comparaisons, des plaintes et des distractions, n'espérez pas de clarté plus tard. Si vous plantez de l'intention, de la tranquillité, de la présence et de la direction, alors votre journée aura des racines solides. Le problème n'est pas seulement ce qui entre, mais ce qui entre en premier reste. Il s'installe, dirige votre attention, altère votre état émotionnel et conditionne vos décisions. Les gens sous-estiment la vulnérabilité mentale qui existe au réveil. Ils se lèvent, débloquent leur téléphone et ouvrent un réseau social avant même d'avoir pris une respiration consciente. Ils se précipitent pour lire des nouvelles pleines de tragédies, pour voir des images qu'ils n'ont pas demandées, pour absorber l'anxiété des autres comme si elle était la leur. Et puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent agités, pourquoi ils ont du mal à se concentrer, pourquoi ils sont irritables, sans raison. Ils ne voient pas cela venir parce qu'ils l'ont normalisé. Mais la vérité est que l'information que vous consommez est aussi la nourriture de votre esprit. Et tout ce qui nourrit ne nourrit pas. Certains contenus intoxiquent, d'autres vous volent votre concentration, votre énergie, votre paix. Le stoïcien comprend cela clairement. Il ne s'agit pas de vivre déconnecté du monde, mais de choisir avec sagesse ce que vous permettez d'entrer lorsque vous êtes le plus exposé. Marc Aurèle parlait du pouvoir que les pensées ont à déterminer la qualité de la vie. Mais ces pensées ne surgissent pas du néant. Elles sont construites en partie avec ce que vous consommez. Filtrer n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est mettre une barrière consciente entre vous et ce qui n'apporte rien. C'est protéger votre esprit avec la même rigueur avec laquelle vous protégeriez votre espace physique si vous saviez que quelqu'un essaye de l'envahir. Chaque matin devrait avoir une sorte de quarantaine mentale. Une courte période pendant laquelle vous décidez fermement ce que vous n'allez pas voir, ce que vous n'allez pas lire, ce que vous n'allez pas écouter. Parce que ce qui semble inoffensif, ce message, ce post, cet audio qui arrive à peine vous vous réveillez, peut modeler votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Un mot mal dit, une comparaison déguisée en motivation, une attente irréelle que quelqu'un publie comme si c'était la norme. Tout cela perce votre centre si vous n'êtes pas vigilant. Et commencer la journée contaminée n'est pas quelque chose qui se corrige avec une belle pensée plus tard. Ce qui entre en premier donne le ton à tout le reste. Filtrer signifie aussi choisir ce que vous voulez permettre. Une lecture brève qui vous inspire, une pensée qui vous rappelle qui vous êtes, une phrase qui vous ancre dans le présent. Peut-être juste respirer en silence, observer sans juger, se connecter avec le corps, sans distraction. Ce sont de petites décisions, mais leur impact est disproportionné. Parce qu'elles établissent un cadre de stabilité avant que le monde n'essaie de vous pousser vers le chaos. Ce n'est pas facile. Cela nécessite de rompre avec des habitudes qui se répètent depuis des années. Cela nécessite de regarder son téléphone et de décider de le laisser de côté. Cela nécessite de résister à la tentation de vous remplir de choses que vous n'avez pas besoin de savoir. Mais celui qui y parvient gagne, parce qu'il garde le contrôle là où les autres le perdent. Parce qu'il ne laisse pas son esprit être modelé par le bruit, mais le modèle avec intention. Et c'est avoir un avantage. C'est jouer la journée depuis le centre, pas depuis la périphérie. Votre esprit n'est pas une poubelle où n'importe qui peut jeter son contenu. C'est un espace sacré qui définit votre perception, votre état émotionnel et votre comportement. Celui qui le protège dès le début se renforce de l'intérieur. 5. Pratiquez le silence comme premier acte de la journée. Les grands tremblements de terre ne commencent pas par du bruit, mais par une vibration subtile, à peine perceptible, qui change tout de fond en comble. C'est ainsi que commence aussi le chaos interne, non pas par des cris, mais par une accumulation invisible de stimuli, d'exigences et de pensées qui se bousculent à peine réveillées. C'est pourquoi pratiquer le silence comme premier acte de la journée n'est pas seulement une pause, c'est une déclaration. C'est mettre un frein à ce tremblement mental avant qu'il ne devienne une secousse.
c'est avoir le courage de ne pas courir, de ne pas répondre, de ne pas remplir le vide par du bruit, mais de le soutenir par la présence. Le silence met beaucoup de gens mal à l'aise parce qu'il les oblige à être avec eux-mêmes. Parce que dans le silence, il n'y a pas de distraction, il n'y a que toi et tes pensées. Et cela, si on ne s'est pas entraîné, peut sembler insupportable. Mais le stoïcien voit dans ce premier silence une opportunité de contrôle, de connexion, de clarté. Marc Aurèle n'avait pas besoin de 1000 voix pour commencer sa journée, il avait besoin de s'écouter sans interférence. Épictète ne demandait pas de motivation externe, il s'asseyait dans son propre calme et décidait de là. Parce que celui qui commence en silence commence en puissance. Cette habitude ne consiste pas à méditer comme une mode. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour penser joliment, ni de fermer les yeux pour échapper au monde. Il s'agit de permettre au corps et à l'esprit de s'aligner avant d'agir. De ne pas parler aux autres avant d'avoir parlé avec toi. De ne pas passer un appel sans avoir fait une pause auparavant. Parce que dans cet espace sans mots, sans écran, sans demande, quelque chose de rare et de précieux émerge. La conscience. Pratiquer le silence te montre à quelle vitesse ton esprit veut courir. Dès que tu ouvres les yeux, des tâches en attente, des souvenirs, des peurs, des comparaisons surgissent. Tout cela apparaît sans avoir touché quoi que ce soit d'externe. Et si tu ne le regardes pas en face, si tu ne le reconnais pas, il va te traîner en automatique pendant le reste de la journée. Mais si tu fais place au silence, tu le vois. Et en le voyant, il ne te domine plus. Tu peux choisir. Tu peux séparer le réel de l'imaginaire, l'important de l'urgent, ce dont tu as besoin de ce qui n'occupe que de l'espace. Le silence affine aussi l'écoute. Et je ne parle pas d'écouter les autres, mais de t'écouter toi. Comment te sens-tu vraiment? Quelle partie de ton corps porte de la tension? Quelle émotion se profile sans être nommée? Ces signaux qui se perdent dans le bruit se révèlent dans le silence. Et celui qui les voit se comprend. Et celui qui se comprend se dirige avec plus de clarté, parce qu'il n'agit pas à partir de la confusion, mais à partir du centre, d'une vérité interne qui n'a pas besoin d'être expliquée, seulement respectée. De plus, le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est aussi une posture mentale. Ne pas répondre tout de suite, ne pas réagir au premier stimulus, ne pas dire la première chose qui vient à l'esprit. C'est une façon de freiner l'impulsion, de gagner de précieuses secondes, là où d'autres n'ont que des réactions. Et ces secondes font souvent la différence entre une erreur et une décision consciente, entre une dispute inutile et une limite bien posée, entre une journée qui déborde et une journée qui se tient. Cette habitude n'a pas besoin d'une heure, elle a juste besoin d'intention. Cela peut être 5 minutes assis sur le bord du lit. Cela peut être quelques pas sans musique, sans distraction. Cela peut être des respirations profondes avant toute parole. L'essentiel est que tu choisisses de commencer en silence, que tu ne te lances pas dans le monde sans t'être regardé à l'intérieur. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. 6. Protéger son moral contre le bruit extérieur. Un mur ne se construit pas lorsqu'on lance déjà des flèches, il se dresse avant, en prévision des attaques. Le moral fonctionne de la même manière. On ne le protège pas quand le monde crie déjà, quand les critiques arrivent, quand la hâte frappe. On le protège à l'aube, quand tout est silencieux et que tu peux encore décider comment tu veux réagir à ce qui vient. Celui qui ne protège pas son état émotionnel tôt, vit exposé, vulnérable, manipulable. N'importe quel regard le fait s'effondrer, n'importe quel mot le déstabilise, n'importe quel petit problème le transforme en tragédie. Protéger son moral ne signifie pas devenir froid ou déconnecté, cela signifie ne pas donner le contrôle aux circonstances. Parce que l'environnement, sans demander la permission, va essayer de modeler ton état interne. Tu vas voir des visages amers, tu vas entendre des plaintes, tu vas recevoir des messages chargés d'urgence ou de colère. Et si tu n'es pas solide à l'intérieur, tu vas absorber tout cela comme une éponge. Tu vas agir à partir de l'étranger, réagir à partir de l'émotion de quelqu'un d'autre, te perdre dans des dynamiques que tu n'as pas choisies. Et quand cela arrive, ce n'est plus toi qui vis ta journée.
C'est le monde qui décide comment tu dois te sentir. Les stoïciens ne niaient pas les émotions, mais ils les dirigeaient. Ils n'étaient pas immunisés contre le bruit extérieur, mais ils entraînaient leur intérieur pour que ce bruit ne pénètre pas sans contrôle. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même que ce qui perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'opinion que nous formons à ce sujet. Ce principe n'est pas une belle théorie, c'est une pratique de défense mentale. Parce que chaque matin, tu peux décider si ton état d'esprit va dépendre des autres ou va émerger de toi. La protection se construit avec conscience. Dès le premier moment, au réveil, tu dois te demander quel type d'énergie tu vas protéger. Si ton calme est négociable, on te l'enlèvera. Si ton focus dépend de l'environnement, tu le perdras. Si ton estime de toi est soutenue par l'approbation externe, toute critique te brisera. C'est pourquoi cette habitude consiste à préparer le terrain émotionnel avant de sortir dans le monde. Choisir quelles pensées tu vas renforcer, quelles limites tu vas maintenir, quelles intentions tu vas prioriser. Tout cela crée une barrière invisible qui n'isole pas, mais protège. Il y a des jours où l'environnement devient un champ de bataille émotionnelle. Des personnes qui arrivent avec de la frustration, des situations qui escaladent sans logique, des urgences déguisées en importance. Et si tu n'es pas préparé, tu deviens la victime de ce courant. Mais si tu as protégé ton moral dès le début, tu peux observer sans absorber. Tu peux écouter sans réagir. Tu peux être présent sans te perdre. C'est là la véritable force, non pas celle qui s'impose, mais celle qui se maintient au milieu de la tempête. Cette protection ne se réalise pas du jour au lendemain. C'est un exercice constant, une décision quotidienne. Il commence par de petites actions. Éviter l'exposition à du contenu négatif dès le réveil, répéter une affirmation qui te rappelle ta direction, écrire une idée qui te ancre, visualiser la fermeté avec laquelle tu vas bouger. Ce sont des gestes simples, mais ils forment un mur interne qui résiste quand d'autres s'effondrent. Et ce mur n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est du focus. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection. Parce que ton état d'esprit n'est pas un luxe, c'est ta base. De là, tu prends des décisions, tu soutiens des conversations, tu interprètes le monde. Et si cette base est faible, tout ce que tu construis pendant la journée tremble. Mais si elle est forte, tu peux avancer même quand tout bouge. Protéger son moral n'est pas se fermer au monde, c'est s'ouvrir à partir d'un lieu de force. 7. Transformer le matin en un rituel de force. Les guerriers ne se forgent pas au milieu de la bataille, ils s'entraînent dans la répétition silencieuse de leurs actes. C'est ainsi que se construit également la force intérieure, dans ce que vous faites, sans que personne ne vous voie, dans les petites décisions que vous répétez chaque jour au réveil, lorsque le monde ne vous réclame pas encore. Le matin peut être votre arme la plus puissante ou votre point le plus faible. Tout dépend de si vous le transformez en un rituel qui vous renforce ou si vous le laissez au hasard, comme un espace sans direction qui ne se remplit que de bruit, de précipitation et de distraction. Beaucoup se réveillent et la première chose qu'ils font est de se livrer au désordre. Ils n'ont même pas posé les pieds sur le sol et ils sont déjà en train de réagir. Au téléphone, aux tâches en attente, aux messages, à l'anxiété d'être en retard, sans savoir par rapport à quoi. Ils n'ont pas respiré, ils ne se sont pas situés, ils n'ont pas choisi comment ils veulent se présenter à la journée. Et cela a un prix. Car celui qui ne dirige pas son matin perd de la force avant de commencer. Le stoïcisme ne vous demande pas la perfection, il vous demande l'intention. Marc Aurèle écrivait chaque matin, non par vanité, mais pour se rappeler ce qui était important. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de comprendre la vertu, il faut la pratiquer. Et le matin est le meilleur moment pour cela. Parce que dans ce premier tronçon de la journée, lorsque vous n'avez pas encore été contaminé par l'extérieur, vous pouvez décider avec clarté. Vous pouvez établir votre ton, votre énergie, votre direction. Et si vous le faites de manière répétée, cela devient une partie de vous. Un rituel de force ne consiste pas à suivre des règles étrangères, mais à construire votre propre schéma de préparation. Il ne s'agit pas de remplir votre temps avec des tâches vides, mais de maintenir des habitudes qui renforcent votre identité.
Se lever avec présence, boire de l'eau avec attention, bouger avec intention, respirer sans distraction, écrire ce que vous voulez garder à l'esprit, visualiser votre approche de la journée. De petits actes qui, répétés avec engagement, créent une structure solide en vous. La différence entre une personne qui répète ses actes chaque matin et une personne qui improvise constamment est abyssale. Parce que lorsque le monde exige, lorsque le conflit arrive, lorsque la pression apparaît, celui qui a renforcé son rituel ne vacille pas. Il a des ancres internes, il a de la clarté. Il ne s'effondre pas face à l'inattendu parce qu'il a déjà entraîné la constance. Et cette constance se cultive lorsque personne ne vous applaudit, lorsque personne ne vous observe, lorsque vous êtes seul avec votre volonté. Celui qui transforme son matin en un rituel ne dépend pas de la motivation. Il comprend que vous n'aurez pas toujours envie, mais vous pouvez avoir de l'engagement. Et cet engagement est ce qui façonne le caractère. Non pas parce que le rituel est confortable, mais précisément parce qu'il vous exige. Il exige du respect pour vous-même. Il exige de vous prioriser. Il exige que vous vous leviez même lorsque votre esprit cherche des excuses pour repousser. Et en le faisant, chaque jour, vous devenez plus fort, plus clair, plus difficile à briser. Aucun rituel n'est magique, mais tous les rituels conscients sont transformateurs. Parce qu'ils sont des décisions qui renforcent qui vous êtes et vous préparent à ce que vous allez affronter. Et lorsque vous décidez de les répéter avec discipline, même les mauvais jours, même lorsque tout pèse, vous dites sans mots, peu importe ce qui arrive, je me prépare déjà depuis avant. Et c'est ce qui différencie celui qui réagit de celui qui dirige sa journée. 8. Exercer la volonté avec discipline dès le début. Rien ne pèse plus que l'inertie de l'inaction. Ce moment où tu sais ce que tu dois faire mais tu hésites, tu le repousses, tu le négocies avec toi-même jusqu'à ce que tu ne le fasses plus. La plupart perdent la bataille de la journée dans ces premières minutes, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, mais parce qu'ils n'ont pas entraîné leur volonté à s'imposer au corps, à l'esprit paresseux, au désir de confort. Exercer la volonté dès que tu ouvres les yeux est une déclaration silencieuse. Je ne vais pas vivre cette journée depuis le désir ni depuis l'émotion du moment. Je vais la vivre depuis le choix conscient, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si ça me dérange. La volonté n'apparaît pas seule. Elle n'arrive pas par inspiration ni ne tombe du ciel. Elle se forge, et elle se forge tôt, quand personne ne t'oblige, quand personne ne t'exige, quand tu pourrais facilement choisir la facilité, mais tu choisis ce qui est correct. C'est ça la discipline. Faire ce qui est nécessaire, même quand tu n'as pas envie. Et cette discipline, loin d'être une prison, est le seul véritable chemin vers la liberté. Parce que lorsque tu t'entraînes à te dominer toi-même, tu cesses d'être la victime de tes excuses, de tes impulsions, de tes états émotionnels volatiles. Les stoïciens le savaient très bien. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux. Elle est de pouvoir te refuser ce que tu sais qui t'affaiblit. Marc Aurèle parlait de commencer la journée comme un soldat à son poste, sans plainte, sans drame. Épictète enseignait que si tu ne peux pas te contrôler même dans les petites choses, n'espère pas avoir le contrôle dans les grandes. Parce que tout commence dans le minimum. Te lever à l'heure que tu as décidé. Ne pas toucher le téléphone si tu as dit que tu ne le ferais pas. Faire le mouvement que tu t'es promis. Respecter l'habitude même si personne ne la voit. Chaque fois que tu tiens une promesse avec toi-même, aussi petite soit-elle, tu envoies un message à ton esprit. Je suis fiable. Je suis capable, je ne cède pas à la première gêne. Et ce message, répété chaque matin, construit une identité solide, stable, résistante. Alors que d'autres vivent dans le cycle des excuses et de l'auto-apitoiement, tu construis du caractère. Et ce caractère se remarque dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu restes ferme, dans la façon dont tu choisis ce qui te rend fort, pas ce qui te fait te sentir bien un moment. Le matin n'est pas seulement un moment de la journée, c'est le champ d'entraînement de ta volonté. C'est le scénario où tu décides si tu vas être esclave de tes désirs ou leader de ta propre vie. Et tu le décides avec des actions concrètes,
Pas avec des intentions vagues, pas avec des phrases inspirantes, mais avec une vraie discipline. Celle qui agit sans attendre de récompense immédiate, celle qui accomplit même si personne n'applaudit, celle qui se maintient même quand tout en toi veut lâcher. Et si tu y parviens, si tu deviens quelqu'un qui exerce sa volonté dès la première minute de la journée, alors le reste devient plus gérable. Les défis ne disparaissent pas, mais tu ne les affrontes plus depuis la faiblesse. C'est le message que je veux que tu gardes. Un matin stoïcien ne s'agit pas d'avoir du temps libre, ni de vivre sans stress. Il s'agit de choisir consciemment ce que tu fais dans les premières heures de la journée. Parce que c'est là que se définit qui va diriger, toi ou le chaos. Et si c'est toi qui décides, qui agis, qui te tient avec intention, alors peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu es déjà préparé. Parce que la journée n'est pas dominée par celui qui la survit, mais par celui qui la confronte avec un esprit ferme, un corps éveillé, des émotions en équilibre et une volonté active. C'est le véritable avantage, c'est la véritable liberté. Et ça commence maintenant, avec toi, au réveil. L'insécurité n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas une personne qui te pointe du doigt, ni une voix qui te critique. C'est une prison que tu construis toi-même dans ton esprit. Chaque brique sont les pensées que tu répètes sans questionner. Chaque mur que tu construis avec la comparaison constante, avec la peur du jugement et avec le besoin d'approbation. Et le plus cruel est que cette prison n'a pas de verrou. C'est toi qui décides de rester enfermé ou de sortir une fois pour toutes. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité claire. Marc Aurèle a écrit que la vie de l'homme est faite de ce qu'il pense. Et cela signifie que si ton esprit est dominé par des doutes et des peurs, toute ta vie se sentira dominée par l'insécurité. La véritable bataille ne se déroule pas devant les autres, elle se déroule en toi, dans ce dialogue silencieux qui dicte si tu avances avec assurance ou si tu recules par peur. Je te parlerai crûment. Car l'insécurité ne se brise pas avec des caresses, elle se brise avec clarté et action. Je te montrerai comment entraîner ton esprit, comment utiliser la dichotomie du contrôle, comment transformer la peur en ton maître et comment construire des habitudes qui renforcent ton identité jusqu'à ce que ta sécurité cesse d'être un désir et devienne un fait. Si tu décides d'écouter jusqu'à la fin, tu comprendras que l'insécurité n'est pas une destination. C'est une illusion. Et chaque jour, avec tes pensées et tes actes, tu décides si tu restes prisonnier d'elle ou si tu te libères pour marcher avec assurance vers ta véritable force intérieure. 1. Reconnais que l'insécurité est une création de ton esprit. L'insécurité est comme une épaisse fumée qui envahit une pièce. Elle n'a pas de forme solide, tu ne peux pas la saisir avec tes mains, mais elle t'étouffe, brouille ta vue et te fait trébucher sur tes propres pas. Cette fumée n'apparaît pas parce que le monde l'a mise là. Elle surgit en toi. Elle s'étend à chaque pensée de doute, à chaque comparaison inutile et à chaque fois que tu te préoccupes plus de ce que les autres pensent que de ce que tu es vraiment. Et l'ironie est que la porte de cette pièce a toujours été ouverte, mais comme tu es habitué à respirer la fumée, tu finis par croire que tu ne peux pas sortir. La première étape pour surmonter l'insécurité est d'accepter qu'elle n'est pas un monstre extérieur, ni un ennemi avec un visage défini. C'est une création de ton esprit. Marc Aurèle disait que la vie est faite de ce que tu penses. Et si tes pensées sont faibles, ta vie se sentira faible. Mais si tu entraînes ton esprit à voir clairement, alors rien d'extérieur ne pourra te renverser. L'insécurité ne vient pas des paroles des autres, elle vient de la façon dont tu choisis de les interpréter et de les répéter en toi. Sénèque l'expliquait durement, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est vrai. La plupart de tes peurs ne se réalisent pas. La plupart des jugements que tu crains n'existent même pas. Mais ton esprit les transforme en un film que tu répètes jusqu'à croire qu'il est réel. C'est la prison invisible de l'insécurité. Une prison où la clé est dans ta poche, mais tu n'oses pas l'utiliser. Pour reconnaître que l'insécurité naît dans ton esprit, tu dois observer ton dialogue interne avec courage. Combien de fois par jour te dis-tu que tu n'es pas assez?
que tu ne peux pas, que tu n'es pas à la hauteur. Chaque phrase de ce type est une brique de plus dans le mur de ta propre prison. Et le problème est que tant que tu n'identifies pas que ces pensées ne sont pas la vérité, mais de simples interprétations, tu continueras à alimenter la fumée qui t'empêche de respirer. Épictète affirmait que ce qui compte n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Voici la racine de tout. Deux personnes peuvent recevoir la même critique. L'une s'effondre et l'autre grandit. La différence n'est pas dans la critique, mais dans l'esprit qui la reçoit. L'insécurité n'est pas le coup du monde, c'est la façon dont tu décides de le recevoir et de le répéter jusqu'à te convaincre que tu es faible. Si tu veux commencer à démolir cette construction mentale, pratique l'observation consciente. Chaque fois qu'une pensée d'insécurité apparaît, ne la rejette pas et ne la nourris pas. Regarde-la simplement et reconnais qu'elle est une création de toi. Dis-toi, ce n'est pas un fait, c'est une pensée. Et je peux choisir de la soutenir ou de la laisser aller. Des auteurs modernes comme Ryan Holiday insistent sur le fait que l'obstacle est le chemin. L'insécurité, loin d'être un ennemi, peut devenir le terrain d'entraînement parfait pour forger ton caractère. James Clear rappelle que les habitudes façonnent ton identité. Et voici la clé. Chaque fois que tu agis avec assurance, alors que ton esprit doute, tu crées une nouvelle habitude. Tu renforces l'idée que tu peux te faire confiance. L'insécurité ne disparaît pas avec un tour de passe-passe. Elle s'affaiblit avec des actions quotidiennes qui réaffirment ta valeur. 2. Pratique chaque jour la dichotomie du contrôle. Pense à un navigateur en pleine mer. Il peut ajuster les voiles, diriger le gouvernail, lire les courants et se préparer à la tempête. Mais il ne pourra jamais contrôler ni le vent, ni la force des vagues. S'il s'obsède à vouloir changer ce qui n'est pas entre ses mains, il s'épuise, se frustre et finit par sombrer dans son propre désespoir. En revanche, s'il concentre toute son énergie sur ce qu'il peut réellement gérer, il avance avec assurance même dans des eaux tumultueuses. Ainsi va la vie et ainsi fonctionne l'insécurité. Une partie dépend de toi, l'autre jamais. La différence réside dans la capacité à les distinguer. La dichotomie du contrôle est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme et en même temps l'un des plus ignorés. Épictète l'a exprimé clairement. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Notre esprit s'affaiblit lorsqu'il cherche à saisir l'incontrôlable, lorsqu'il se fatigue à vouloir que les autres pensent d'une certaine manière, que les circonstances soient toujours favorables ou que l'avenir s'aligne sur nos plans. Cette obsession pour l'extérieur nourrit l'insécurité, car il y aura toujours quelque chose que tu ne pourras pas maîtriser. L'insécurité s'accroît quand tu fondes ta valeur sur ce que tu ne contrôles pas. Tu te demandes si tu plairas, si l'on t'acceptera, si l'on ne critiquera pas ce que tu fais. Mais la vérité, c'est que tu ne pourras jamais contrôler le jugement des autres, pas même de ceux que tu aimes le plus. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton effort, ton intention, ta discipline et la manière dont tu réagis à ce qui survient. Marc Aurèle écrivait que l'esprit peut s'adapter à toutes circonstances, à condition de se souvenir que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son fort intérieur. Sénèque avertissait que celui qui craint l'avenir se tourmente 2 fois, une dans l'imagination et une autre dans la réalité. Et cela arrive parce qu'au lieu d'agir sur le présent, tu gaspilles ton énergie dans des scénarios qui échappent à ton contrôle. Reconnaître la dichotomie du contrôle, c'est comme ouvrir les yeux dans l'obscurité. Tu comprends que la peur était plus grande dans ton esprit que dans la réalité. Pour que cette idée devienne une partie de toi, tu dois en faire une habitude. James Clear rappelle qu'une habitude ne naît pas d'un coup, elle se construit par la répétition. Exerce-toi chaque jour. Écris 3 choses qui dépendent de toi et 3 qui n'en dépendent pas. Par exemple, il dépend de toi d'étudier, de te préparer, d'agir avec intégrité. Il ne dépend pas de toi que les autres le reconnaissent, que le résultat soit immédiat ou que tout le monde approuve ton chemin. En répétant cette pratique, ton esprit se renforce et ton insécurité diminue, car tu ne portes plus le poids de l'impossible.
La dichotomie du contrôle est l'outil qui distingue l'esclave de l'homme libre. L'insécure vit enchaîné à ce qu'il ne peut maîtriser, le fort se consacre à ce qu'il peut transformer. Chaque jour, tu as ce choix. Tu peux te perdre dans la tempête en mer ou devenir le navigateur qui ajuste ses voiles sans craindre le vent. Et ce simple acte de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas est la porte vers une sécurité intérieure que rien ni personne ne peut t'arracher. 3. Transforme la peur en un maître. La peur est comme un gardien qui se place à l'entrée de chaque porte importante de ta vie. Il ne crie pas, il ne pousse pas, il est simplement là, immobile, attendant. Et c'est toi qui décides si tu recules et cherches un chemin plus facile, ou si tu l'affrontes et découvres ce qui se cache derrière. La plupart fuient, croyant que le gardien est un ennemi, alors qu'en réalité, sa seule fonction est de te montrer où se trouve la frontière de ta croissance. Le stoïcisme ne demande pas que tu ignores la peur, il demande que tu la regardes en face. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles. Il en va de même pour la peur, ce n'est pas l'événement qui te paralyse, c'est l'histoire que ton esprit crée autour de lui. Cette histoire est celle que tu dois apprendre à réécrire, transformant la peur en un signal de ce qui compte, plutôt qu'en une barrière qui te condamne à rester au même endroit. Marc Aurèle disait que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Si quelque chose te fait peur, c'est probablement parce qu'il a la capacité de te faire grandir. La peur n'apparaît pas dans les zones de confort, elle apparaît à la limite de tes limites. Chaque fois que tu choisis de l'affronter, tu ne surmontes pas seulement la situation, tu entraînes aussi ton caractère à ne pas s'effondrer à la première difficulté. Sénèque, avec son brutale honnêteté, affirmait que nous avons souvent plus peur que nécessaire. Et il avait raison. Combien d'opportunités as-tu laissé passer en imaginant des scénarios pires que ceux qui se sont réellement produits? La peur anticipe des tempêtes qui arrivent rarement. Mais si tu restes à attendre, tu perds le bateau qui était déjà prêt à partir. La clé est de transformer la relation que tu as avec la peur. Au lieu de la voir comme un obstacle, considère-la comme un maître qui vient tester ta volonté. Ryan Holiday rappelle que l'inconfort est la matière première de la croissance. James Clear souligne que les habitudes qui nous renforcent le plus sont souvent celles qui génèrent le plus de résistance au début. Cette résistance est de la peur déguisée. Si tu la prends comme un signe que tu es sur la bonne voie, tu apprendras à l'utiliser comme guide. En pratique, commence par t'exposer peu à peu à ce qui t'intimide. Il ne s'agit pas de te lancer immédiatement dans la situation la plus grande, mais d'entraîner ton esprit à tolérer l'inconfort. Cette exposition consciente est comme une salle de sport mental. Chaque fois que tu affrontes une petite peur, tu renforces la confiance pour affronter les grandes. Robin Sharma le dit clairement, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Transformer la peur en maître signifie accepter qu'elle sera toujours présente, parce qu'il y aura toujours quelque chose à perdre, quelque chose à risquer ou quelque chose à défier. Mais au lieu de laisser la peur te dominer, tu peux choisir de l'écouter comme une voix qui indique la prochaine étape vers ta croissance. La peur sera le gardien à chaque porte, mais elle sera aussi la preuve que derrière cette porte, il y a quelque chose de précieux qui t'attend et tu le sais. 4. Entraîne ton esprit avec une exposition consciente. L'esprit ressemble à un muscle que tu n'entraînes jamais. Si tu soulèves toujours le même poids et que tu ne montes jamais la résistance, ce muscle reste faible, incapable de répondre lorsque la vie exige plus de toi. Il en va de même pour l'esprit. Si tu évites tout ce qui est inconfortable, tout ce qui te dérange même un peu, ce que tu fais, c'est entraîner ton insécurité plutôt que ta force. Le résultat est évident. Toute critique te brise, tout échec te paralyse, tout regard te dérange. Le stoïcisme enseigne que la seule façon de devenir fort est de faire face consciemment à ce que tu crains. Épictète le résumait en une idée claire. Ce que tu supportes avec patience devient plus léger. Cela ne signifie pas te jeter dans le désespoir ou vivre à la recherche de la douleur,
Cela signifie t'exposer à de petites doses d'inconfort, jusqu'à ce que ton esprit comprenne qu'il n'y a rien à craindre. Tout comme un soldat qui s'entraîne dans l'arène avant d'entrer en guerre, tu entraînes ton caractère avant que la vie réelle ne te mette à l'épreuve. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait qu'on ne peut échapper à ce qui est naturel. La douleur, le rejet, la critique, l'incertitude font partie de la vie. Si tu les fuis, tu deviens un prisonnier de ta propre peur. Mais si tu décides de les affronter, même dans de petites pratiques quotidiennes, tu découvres que ton esprit se durcit sans perdre sa sensibilité. Sénèque l'appelait « premeditatio malorum », anticiper ce qui peut arriver, non pas pour souffrir à l'avance, mais pour réduire l'impact quand cela se produit. C'est l'essence de l'exposition consciente, te préparer aujourd'hui pour ce qui pourrait te renverser demain. En pratique, cela signifie te mettre à l'épreuve dans des scénarios contrôlés. Parler en public, même si ta voix tremble. Exprimer ton opinion, même si tout le monde n'est pas d'accord. Faire quelque chose de nouveau, même si l'erreur est presque certaine. Chacune de ces actions est comme soulever un poids supplémentaire dans la salle de sport mental. James Clear explique que l'identité se renforce par la répétition. Chaque fois que tu t'exposes, même si c'est un petit pas, tu envoies un message à ton esprit. Je suis capable, je peux le supporter, je ne vais pas me briser. Entraîner ton esprit avec une exposition consciente est un acte de courage quotidien. N'attends pas que la vie te pousse avec violence, pousse-toi toi-même avant. L'insécurité perd de sa puissance lorsque tu t'habitues à regarder en face ce que tu évitais auparavant. Chaque petite exposition devient un vaccin contre la peur. Et plus tu le pratiques, plus la certitude qu'aucune situation extérieure n'est capable de renverser quelqu'un qui a entraîné son esprit à résister sera forte. 5. Construis des habitudes qui renforcent ton identité. Ton identité est comme un mur, et chaque habitude que tu répètes est une brique que tu places dessus. Si chaque jour tu répètes des habitudes faibles, tu construis un mur fragile qui s'effondre au premier coup de vent. Mais si chaque jour tu places des briques fermes, solides et bien assises, ce mur devient un refuge sûr contre les tempêtes de l'insécurité. La différence ne réside pas dans les grands gestes ni dans les discours motivants, elle réside dans ce que tu fais tous les jours sans que personne ne te regarde. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce que tu dis que tu es, mais ce que tu démontres par tes actes. Épictète affirmait que le progrès se mesure en actes, pas en paroles. Chaque habitude est une preuve silencieuse de qui tu es et de qui tu es en train de devenir. Lorsque ta journée est remplie d'actions alignées avec tes valeurs, l'insécurité perd de sa force, car tu n'as pas besoin d'approbation externe pour savoir que tu construis un caractère solide. Marc Aurèle, au milieu de ses responsabilités en tant qu'empereur, trouvait dans la répétition de pratiques quotidiennes la clarté pour rester fort. Son journaling, sa réflexion constante, sa discipline au milieu du chaos étaient des habitudes qui renforçaient son identité en tant que leader serein et inébranlable. Sénèque avertissait aussi que nous ne pouvons pas attendre des résultats différents si nous ne changeons pas nos habitudes. La sécurité ne naît pas d'une pensée isolée, elle naît d'une discipline répétée jusqu'à ce qu'elle devienne nature. En pratique, cela signifie choisir consciemment quelles habitudes tu veux qui définissent ta vie. James Clear explique que chaque action que tu répètes est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Si chaque jour tu te lèves et pratiques le silence au lieu de réagir avec colère, tu votes pour le calme. Si chaque jour tu entraînes ton corps, tu votes pour la force. Si chaque jour tu écris tes pensées, tu votes pour la clarté. La somme de ces votes crée une identité qui ne s'effondre pas face au jugement d'autrui. Ryan Holiday rappelle que la discipline quotidienne est ce qui construit le caractère. Robin Sharma insiste sur le fait que ton matin définit ta journée et ta journée définit ta vie. Si tu comprends cela, tu verras qu'il ne s'agit pas de grands sacrifices, mais d'habitudes simples, répétées avec cohérence, qui renforcent la sécurité de l'intérieur.
Construire des habitudes qui renforcent ton identité, c'est déclarer que ta valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que tu choisis de faire chaque jour. L'insécurité naît de l'incohérence, quand tu dis être quelque chose et que tu agis d'une autre manière. La sécurité naît de la congruence, lorsque tes actes confirment tes paroles. Et chaque habitude que tu choisis est une brique de plus dans ce mur qui protège ta confiance. Si tu veux vaincre l'insécurité, ne cherche pas de miracle, construis des habitudes, et que ces habitudes te rappellent, par des faits, que tu es plus fort que ce que ton esprit a jamais cru. 6. Utilise le journaling stoïcien comme outil de clarté. L'esprit ressemble à une pièce sombre. Là-bas, les pensées s'accumulent comme des meubles désordonnés, et chaque fois que tu essaies de marcher, tu trébuches, tu tombes et tu te fais mal. Le journaling est comme allumer la lumière. Il ne change pas ce qui est dans la pièce, mais il te permet de le voir clairement, de déplacer ce qui gêne et de mettre de l'ordre dans le chaos. Quand tu écris ce que tu penses, l'insécurité perd de son pouvoir, car ce qui semblait être un énorme monstre dans ta tête se transforme en mots que tu peux observer, analyser et transformer. Marc Aurèle a laissé un héritage que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation. Mais à son époque, il ne s'agissait que de notes personnelles, de réflexions privées pour organiser son esprit et se rappeler ses principes. Ces pages étaient sa façon de s'entraîner à la clarté et de ne pas se laisser emporter par le bruit de son époque. C'est le pouvoir du journaling, transformer tes pensées en un miroir qui te renvoie la vérité sans fioriture. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que nous en faisons. En écrivant, tu démasques ces interprétations et tu découvres que beaucoup de tes insécurités ne sont pas des réalités, mais des distorsions que tu nourris toi-même. Sénèque, avec son idée de réviser chaque jour comme s'il s'agissait d'un jugement, pratiquait quelque chose de similaire. Examiner ses actes et ses pensées pour les corriger à temps, avant qu'ils ne deviennent des chaînes invisibles. En pratique, le journaling stoïcien ne nécessite pas de rituel compliqué. Il suffit de prendre un cahier et de répondre chaque jour à des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui m'a inquiété aujourd'hui et pourquoi? Qu'est-ce qui était sous mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'était pas? Qu'ai-je appris de mes erreurs? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ces questions agissent comme un scalpel, coupant le brouillard mental et révélant l'essentiel. Ryan Holiday suggère d'écrire comme un moyen de vider l'esprit et de le garder affûté. James Clear rappelle que ce qui est mesuré et observé s'améliore. Le journaling combine ces deux idées. Tu n'observes pas seulement tes pensées, tu enregistres aussi tes progrès, ce qui te permet de voir comment l'insécurité diminue lorsque tu la confrontes avec des mots. Robin Sharma ajoute que l'écriture est une conversation avec ton moi le plus profond, et dans cette conversation, tu trouves une clarté qui apparaît rarement au milieu du bruit. Le journaling stoïcien est en essence un acte de courage. Parce que s'asseoir pour écrire signifie affronter ta vérité sans masque, sans filtre et sans excuse. C'est reconnaître tes peurs, tes échecs et tes doutes, mais aussi tes réussites, ta discipline et ta capacité à grandir. Si tu fais de cette habitude une partie de ta vie, tu découvriras que l'insécurité cesse d'être une ombre qui te poursuit et devient un matériau que tu peux modeler. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir en sécurité pour écrire. Commence par ton insécurité. Vide-la sur le papier et observe comment elle devient gérable. Ce cahier deviendra un allié silencieux, un témoin de ta transformation et une preuve que la clarté ne vient pas de l'extérieur, mais du travail constant de regarder à l'intérieur avec une brutalité honnête. 7. Choisis de vivre dans le présent. L'insécurité est comme une ombre qui semble toujours plus grande lorsque tu regardes trop loin. Si tu te concentres sur le passé, l'ombre te rappelle chaque erreur et te lie avec des chaînes de regrets. Si tu te projettes dans le futur, elle s'étire encore plus, te montrant des peurs qui ne se sont même pas encore produites. Ce n'est que dans le présent que l'ombre se réduit à ta taille réelle. C'est la clé.
Tant que ton esprit vit dans des temps qui n'existent pas, ta sécurité sera fragile. Les stoïciens comprenaient que la seule vie que nous possédons est celle qui se déroule maintenant. Marc Aurèle disait que ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Et vivre, dans son enseignement, n'était rien d'autre que de se concentrer sur ce qui est devant nous, sur le moment que nous avons entre les mains. L'insécurité naît lorsque tu perds cette attention, lorsque ton énergie est gaspillée dans des batailles passées ou à anticiper des jugements qui ne viendront peut-être jamais. Sénèque avertissait que les gens se plaignent de la brièveté de la vie, mais la gaspillent sur ce qu'ils ne contrôlent pas. C'est la racine de l'insécurité. Vivre dans des scénarios imaginaires au lieu d'agir ici et maintenant. Le présent n'a pas besoin de déguisement, il n'a pas besoin d'approbation, il ne demande que de l'action consciente. Épictète insistait sur le fait que la liberté commence lorsque nous cessons de nous attacher à ce qui échappe à nos mains. Le passé ne peut plus être modifié, le futur n'existe pas encore. La seule décision réelle a lieu aujourd'hui, à cet instant. Et si tu te concentres à le vivre avec intégrité, l'insécurité s'affaiblit, car tu ne nourris plus le monstre de la comparaison, ni le fantôme de la peur. En pratique, vivre dans le présent signifie entraîner ton attention. Tu peux le faire avec des actes simples. Te concentrer vraiment sur une conversation au lieu de penser à comment tu es perçu, profiter d'un repas sans regarder ton téléphone, terminer une tâche avec toute ton énergie sans être obsédé par le résultat. Chacun de ces moments est un rappel que ton pouvoir est dans le maintenant. Ryan Holiday écrit que la vie est détruite lorsque nous permettons à l'esprit de divaguer sans contrôle. James Clear montre comment de petites habitudes quotidiennes, appliquées avec présence, changent l'identité d'une personne plus que tout plan futur. Robin Sharma enseigne que la maîtrise personnelle se construit dans ces minutes où tu choisis d'être complètement présent, car ce sont les seules qui t'appartiennent vraiment. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer ce qui a été ou cesser de planifier ce qui vient, cela signifie ne pas rester coincé en eux. Ta sécurité ne se construit pas sur des souvenirs ni sur des suppositions, elle se construit sur des actes concrets. Si tu choisis ce moment comme le terrain pour démontrer ta force, il n'y aura plus d'ombre qui puisse grandir plus que toi. Et chaque jour où tu pratiques ce choix, l'insécurité s'éteindra comme un écho qui n'a plus personne à tourmenter. 8. Remplace la comparaison par l'amélioration personnelle. La comparaison est comme une cage de miroir. Tu regardes d'un côté et tu vois quelqu'un qui semble plus réussi. Tu regardes de l'autre et tu trouves quelqu'un qui semble plus heureux. Tu regardes derrière et quelqu'un semble plus fort. Tu regardes devant et quelqu'un semble plus intelligent. Plus tu te regardes dans ces reflets étrangers, plus tu te sens petit. Le piège est que aucun de ces miroirs ne montre ta réalité. Il ne projette qu'une illusion qui déforme ta valeur. Le stoïcisme enseigne que le seul vrai juge de ta vie, c'est toi-même. Marc Aurèle a écrit que l'envie naît de l'oubli, que chaque personne suit son propre chemin. Quand tu vis en regardant constamment ce que font les autres, tu perds de vue ton chemin et ton énergie est gaspillée sur un terrain que tu ne pourras jamais contrôler. Tu n'es pas le maître des victoires des autres, mais tu peux être le maître de ton progrès quotidien. Sénèque l'expliquait clairement, celui qui vit pour l'opinion des autres n'est jamais libre. La comparaison constante est justement cela, un esclavage déguisé en motivation. Tu crois qu'en te mesurant aux autres, tu trouveras des forces, mais en réalité, tu ne fais qu'alimenter l'insécurité. Chaque réussite extérieure devient un rappel de ton supposé manque, alors que la vérité est que ta seule mesure valable est combien tu as progressé par rapport à hier. Épictète soulignait que nous devons nous mesurer à nous-mêmes et non au monde. C'est cette attitude qui transforme la comparaison en amélioration personnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer les succès des autres, mais de les utiliser comme inspiration sans les transformer en chaîne. La question ne devrait jamais être si tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais si tu es meilleur que ta version d'hier. En pratique, cela signifie tenir un registre de ton propre progrès.
James Clear enseigne que ce qui est mesuré s'améliore. Si tu mesures tes pas sur ton propre chemin, la comparaison externe perd de sa force. Ryan Holiday insiste sur le fait que la grandeur se construit en silence, dans la discipline de te surpasser toi-même sans chercher de trophées immédiats. Robin Sharma rappelle que le véritable leadership commence par la maîtrise personnelle. Toutes ces idées convergent vers la même chose. Le seul rival qui compte, c'est toi. Chaque fois que tu tombes dans la tentation de te comparer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui pour être plus fort qu'hier? Peut-être lire une page de plus, s'entraîner 5 minutes de plus, parler plus clairement, ou simplement garder son calme dans une situation qui te déstabilisait auparavant. Ces petites victoires personnelles s'accumulent et forment une confiance qu'aucun miroir ne peut enlever. Remplacer la comparaison par l'amélioration personnelle, c'est briser la cage de miroir et décider de marcher en regardant devant soi. Lorsque ton énergie est dirigée vers ta propre croissance, tu arrêtes de te sentir inférieur à cause des réussites des autres et tu commences à gagner confiance en ce que tu construis. Et là, l'insécurité se transforme en poussière parce que tu n'as plus besoin de te mesurer à quelqu'un d'autre pour savoir qui tu es. Comprends-le. 9. Fais de la congruence ton plus grand bouclier. L'incohérence est comme marcher avec une armure faite de papier. De l'extérieur, il semble que tu es protégé, mais au premier frottement, elle se déchire et laisse tout à découvert. Ainsi vit celui qui dit une chose et en fait une autre, qui prétend être sûr de lui alors qu'il est rongé par le doute à l'intérieur. L'insécurité se nourrit de cette incohérence, car ton esprit sait quand tu n'es pas fidèle à ce que tu prétends croire. En revanche, lorsque tes actes et tes paroles sont alignés, une véritable armure se forme, une qui ne dépend pas de l'approbation externe, mais de la force interne de ta cohérence. Le stoïcisme insistait sur le fait que le caractère se mesure en action. Marc Aurèle répétait que ce qui définit un homme ne sont pas ses discours, mais comment il vit son quotidien. Épictète avertissait qu'il ne suffit pas de parler de philosophie, il faut la vivre. Et Sénèque, avec son ton direct, assurait que personne ne peut se dire sage si sa vie contredit ce qu'il prêche. Toutes ces voies convergent vers une vérité. La congruence est la racine de la sécurité. L'incohérence épuise parce qu'elle crée un conflit interne. Tu dis que tu es discipliné, mais tu repousses chaque tâche. Tu affirmes que l'opinion des autres ne t'importe pas, mais tu ajustes ta vie pour plaire aux autres. Tu te promets du courage, mais tu es paralysé par des excuses. Ce désajustement ne passe pas inaperçu pour ton esprit. C'est un rappel constant que tu ne peux pas te faire confiance, et c'est pourquoi l'insécurité apparaît. Au contraire, chaque fois que tu agis en cohérence avec tes principes, tu renforces ton identité. Peu importe si le monde applaudit ou critique, ta sécurité n'en dépend pas, car tu sais que tu es fidèle à ton essence. Ryan Holiday explique que l'intégrité n'a pas besoin de témoins, car elle se soutient seule. James Clear ajoute que chaque habitude congruente est une preuve tangible de qui tu es. Et Robin Sharma rappelle que la grandeur se construit dans la congruence entre ce que tu penses, dis et fais. Pratiquer la congruence ne signifie pas la perfection, cela signifie l'engagement. Cela signifie que si tu valorises l'honnêteté, tu la pratiques même dans les petits détails. Que si tu dis que tu cherches la discipline, tu ne trahis pas ta parole avec des excuses quotidiennes. Que si tu aspires à être fort, tes actes ne contredisent pas cette aspiration. Chaque geste, chaque décision est une opportunité pour confirmer ton identité ou pour l'affaiblir. La congruence est un bouclier parce qu'elle te libère du jugement externe. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car ta vie parle pour toi. L'insécurité s'estompe lorsqu'il n'y a pas de contradiction qui puisse te trahir. Si ton intérieur et ton extérieur sont alignés, il n'y a pas d'attaque qui puisse traverser cette armure. La question est claire. Veux-tu continuer à porter un déguisement qui se brise au premier coup, ou préfères-tu forger un bouclier qui t'accompagne dans chaque bataille de la vie? 10. Répète avec des actes la vérité de ta valeur. Les mots sont comme des empreintes dans le sable, effacées par le premier vent.
Les actes, en revanche, sont comme des pierres taillées dans la montagne. Ils restent même si le temps passe. L'insécurité profite lorsque ta vie est pleine de mots qui ne tiennent pas, de promesses qui ne sont jamais tenues et d'intentions qui restent en suspens. Ce n'est que lorsque tu répètes avec des actes la vérité de ta valeur que ton esprit commence à croire ce que tu dis, et l'insécurité perd du terrain. Les stoïciens ont été clairs. Peu importe combien tu parles de vertu si tu ne la pratiques pas. Épictète avertissait qu'un homme ne se mesure pas par ce qu'il déclare, mais par ce qu'il fait sous pression. Marc Aurèle, au milieu de la guerre et du chaos, écrivait que chaque jour devait être un test de cohérence, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Sénèque ajoutait que la vie courte devient suffisante lorsqu'elle est vécue avec des actions fermes, et non avec des discours vides. Tous étaient d'accord sur une chose. La valeur se démontre dans la pratique quotidienne. L'insécurité grandit lorsque ton esprit détecte la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais. Tu dis que tu es capable, mais tu recules face aux défis. Tu te dis discipliné, mais tu cèdes au confort. Ta bouche affirme ce que tes actes nient, et cette contradiction est nourriture pour le doute. C'est pourquoi répéter avec des actes la vérité de ta valeur est un entraînement contre l'insécurité, car tu transformes ta parole en fait que ton esprit ne peut plus remettre en question. James Clear l'explique à partir de la science des habitudes. Chaque action que tu répètes est un vote pour ton identité. Il ne suffit pas de le penser ni de le désirer. Il faut le prouver. Ryan Holiday insiste sur le fait que les stoïciens ne cherchaient pas à être admirés, ils cherchaient à vivre selon leurs principes, et c'est dans cette répétition silencieuse que résidait leur véritable force. Robin Sharma rappelle que tu ne construis pas la confiance avec des discours, tu la construis avec des preuves quotidiennes d'engagement et de courage. Pratiquer cette leçon signifie commencer par le concret. Si tu dis que tu valorises ta force, répète-le avec des actes en te levant chaque jour pour entraîner ton corps et ton esprit. Si tu affirmes que tu es maître de ta vie, répète-le en prenant des décisions qui te rapprochent de tes objectifs et en ne repoussant pas l'essentiel. Si tu proclames que tu es intègre, répète-le avec chaque geste d'honnêteté, même lorsque personne ne te regarde. Cette répétition constante transforme ton identité en roche, une roche impossible à déplacer par les jugements des autres. L'insécurité est du bruit, et le bruit est silencieux avec des faits. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde de ta valeur, tu as besoin de la prouver à toi-même avec des actes répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de ta nature. C'est la différence entre celui qui vit piégé dans le doute et celui qui marche en toute sécurité. L'un parle de ce qu'il veut être, l'autre le confirme à chaque pas. Et lorsque tes actes crient plus fort que tes peurs, il ne reste plus de place pour l'insécurité, car tu as déjà écrit ta vérité dans la pierre de ta propre vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïque ». La douleur d'une rupture ne se mesure pas en souvenirs ni en promesses brisées. Elle se mesure à la manière dont elle nous brise de l'intérieur. C'est comme un miroir qui se brise et nous force à voir toutes les fissures que nous cachions. Insécurité, vide et dépendance qui étaient déjà là, mais qui maintenant sont impossibles à ignorer. Une perte affective n'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est aussi l'écho de ce que nous croyions être et de ce que nous pensions avoir besoin pour nous sentir complets. La philosophie stoïcienne nous confronte à une vérité inconfortable. Ce qui fait mal n'est pas ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Ce qui fait mal est l'interprétation que nous faisons de cette absence, l'histoire que nous inventons dans notre tête et la résistance à accepter ce qui ne peut plus être changé. Les stoïciens ne niaient pas la douleur. Ils l'acceptaient comme faisant partie de la vie. Mais ils refusaient d'en être esclaves. Et c'est la première leçon que nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas contrôler ce que quelqu'un décide, mais nous pouvons contrôler ce que nous faisons avec notre esprit, avec nos émotions et avec la manière dont nous affrontons la réalité. Guérir ne signifie pas effacer le passé, ni prétendre que rien ne s'est passé. Guérir, c'est assumer le coup avec dignité,
arrêter de se traîner à la recherche d'explications et lever les yeux vers soi-même, car c'est là que réside la racine de tout pouvoir. La solitude cesse d'être une punition lorsqu'elle devient un refuge. Le silence cesse d'être un vide lorsqu'il se transforme en stratégie. La douleur cesse d'être un ennemi lorsque vous la regardez comme un maître. Ce chemin n'est ni confortable ni rapide, mais c'est le seul qui vous rend la liberté. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait que quelqu'un revienne à vous, mais dans le fait que vous reveniez à vous-même. Ce sera le trajet de ce scénario. 8 leçons stoïciennes pour arrêter de supplier, pour rompre avec les chaînes invisibles de la dépendance, pour retrouver la sérénité, et surtout, pour se rappeler que votre valeur n'a jamais été dans ce que quelqu'un vous donnait, mais dans ce que vous êtes capable de construire en vous-même. 1. Réveille-toi du mirage et arrête d'embellir ce qui est déjà terminé. Un mirage dans le désert peut te faire courir jusqu'à l'épuisement, convaincu que tu verras de l'eau, alors qu'en réalité, tu ne fais que poursuivre une illusion qui n'a jamais existé. Il en va de même après une rupture. L'esprit s'accroche aux souvenirs, les embellit, leur donne de l'éclat et finit par construire une version de la relation qui n'a jamais été réelle. Dans ce processus, on s'enferme soi-même dans une prison invisible, alimentée par la nostalgie et le désir de sauver ce qui a déjà été perdu. La première étape pour guérir est brutale, mais nécessaire. Se réveiller du mirage et arrêter d'embellir ce qui est déjà terminé. La douleur ne naît pas uniquement de ce que l'autre a fait, mais de ce que tu décides de garder vivant dans ta mémoire. Idéaliser celui qui n'est plus là, c'est comme rallumer un feu qui s'est éteint, mais le nourrir avec des cendres. Les stoïciens insistaient sur la clarté de la perception, voir les choses telles qu'elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient. Marc Aurèle disait que la souffrance augmente lorsque tu t'obstines à résister à la vérité, et ici, la vérité est simple. Cela, c'est terminé. Peu importe combien tu t'accroches, le passé ne revient pas, et l'embellir ne fera qu'approfondir ta blessure. Arrêter d'embellir ne signifie pas haïr ni mépriser ce qui a été vécu. Cela signifie le regarder avec froideur et objectivité, sans embellissement ni justification. Cette personne avait des vertus et des défauts. Il y a eu des moments bons et des moments misérables. Il y a eu de la présence et aussi de l'abandon. La relation a été ce qu'elle a été, pas ce que ton esprit veut raconter maintenant pour soutenir un espoir inexistant. L'esprit humain est habile pour se tromper, pour construire des fictions où il ne reste que des ruines. Mais la philosophie stoïcienne te rappelle que ton devoir est de revenir à la réalité, car c'est là que se trouve ta liberté. Le mirage se nourrit aussi de phrases internes comme « peut-être qu'il changera »,« peut-être qu'il me cherchera », « peut-être que ce que nous avons vécu signifie quelque chose de plus ». Ce « peut-être » est le piège qui paralyse, qui vole ton énergie et te maintient à genoux en attendant ce qui ne reviendra pas. Tu n'as pas besoin d'embellir avec de faux espoirs ce qui n'existe plus. Tu as besoin de te lever et d'accepter qu'un cycle s'est terminé. Les stoïciens répétaient qu'il ne s'agit pas de ce que nous perdons, mais de ce que nous faisons avec ce qui reste. Et ce qui reste maintenant, c'est toi, ta volonté, ta capacité à te relever et à regarder vers l'avant sans chaîne. Guérir commence par la cruauté de regarder la blessure sans embellissement. Reconnaître que la relation est terminée n'est pas une reddition, c'est du courage. C'est la décision de ne pas laisser ton esprit continuer à peindre en couleur un tableau qui est en réalité vide. Demande-toi avec honnêteté, à quoi je m'accroche ? À la personne réelle ou à l'image que j'ai inventée d'elle ? Est-ce que je m'ennuie de ce qui existait ou de ce que j'imaginais qui existait? Chaque réponse ouvrira un espace de clarté qui te libérera de l'auto-tromperie. La voie stoïcienne n'adoucit pas la vérité, elle l'affronte. Et dans cette première étape, la leçon est claire. Arrête d'embellir le passé. Lâche-le comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve et comprend que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que tant que tu continueras à embellir ce qui est déjà terminé, tu resteras enchaîné au mirage. Mais lorsque tu ouvriras les yeux et le regarderas tel qu'il a été,
Tu commenceras à marcher vers ta propre liberté. Et là, tu découvriras que l'eau que tu cherchais n'a jamais été dans le désert de quelqu'un d'autre. Elle a toujours été en toi. 2. Lâche l'obsession de comprendre et embrasse ce qui est simplement. Imagine que tu marches dans un labyrinthe sans issue, convaincu que si tu explores chaque coin encore et encore, tu trouveras la porte que tu cherches tant. Le problème est que ce labyrinthe n'a jamais eu de sortie, et plus tu tournes en rond, plus tu te sens pris au piège. C'est ainsi que fonctionne l'obsession de comprendre pourquoi quelqu'un est parti, pourquoi il a agi d'une certaine manière, pourquoi il a dit une chose, et ensuite en a fait une autre. L'esprit s'accroche à la recherche d'explications, comme si trouver une réponse effacerait la douleur. Mais ce qui finit par se produire est le contraire. Chaque question sans réponse devient un mur plus haut en toi. Les stoïciens nous rappellent qu'une des plus grandes causes de souffrance est de vouloir contrôler ce qui est hors de notre portée, et comprendre pourquoi quelqu'un a pris une décision appartient à ce territoire étranger. Tu peux passer des nuits entières à analyser des gestes, des mots et des moments, mais tu n'auras jamais une vérité complète parce que cette vérité est dans l'esprit et le cœur de l'autre, pas dans le tien. À quoi bon dépenser de l'énergie sur ce que tu ne peux pas posséder? L'obsession n'est rien de plus qu'un boulet qui te lie à ce qui est déjà passé, un poids inutile qui affaiblit ton présent. Embrasser ce qui est signifie accepter la réalité dans sa crudité. C'est fini, ça a changé, c'est parti. Il n'y a pas de manuel d'instruction ni d'explication qui rendent le vide plus supportable. L'obsession cherche des certitudes, mais la vie ne fonctionne pas selon tes demandes. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient épée et bouclier. Tu ne peux pas choisir ce que les autres font, mais tu peux choisir comment tu réagis. Et ta réponse doit être de lâcher l'exigence de tout comprendre. La sérénité naît lorsque tu arrêtes de mendier des réponses et commences à vivre avec ce que tu as entre les mains, le présent. L'obsession de comprendre est aussi un déguisement de la peur. La peur d'accepter que tu as été remplacé, que tu ne fais plus partie de l'avenir de cette personne, que la promesse a été brisée. Tant que tu es obsédé par les raisons, tu évites de faire face au véritable coup. La relation est terminée et tu dois avancer sans cette personne. Mais n'est-il pas plus courageux de faire face à la vérité de front que de continuer à errer dans des hypothèses sans fin? Marc Aurèle a écrit que « si ce n'est pas sous ton contrôle, laisse-le partir ». C'est l'essence de cette leçon. Ce n'est pas sous ton contrôle de connaître toutes les causes, mais c'est à toi de rompre avec le cycle de questions qui te saignent. Demande-toi, qu'est-ce qui change dans ta vie si un jour tu reçois la réponse exacte que tu cherchais? Peut-être rien parce que la situation ne recule pas et ne s'efface pas. Le passé est déjà écrit. Alors, la seule action cohérente est de lâcher l'obsession et d'accepter le mystère comme une partie inévitable de l'existence. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu as besoin d'accepter que la paix dépend de toi, pas de la clarté que l'autre peut te donner. L'obsession devient un poison lorsqu'elle te vole du temps, de l'énergie et de la dignité. Chaque minute que tu consacres à tourner autour du pourquoi est une minute que tu perds pour te construire. En revanche, embrasser ce qui est te rend du pouvoir. Il n'y a pas de réponse, et tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de respirer, d'observer la réalité sans fioriture et d'avancer avec détermination. Ainsi, le labyrinthe s'évapore, non pas parce que tu trouves la sortie, mais parce que tu comprends que tu n'as jamais eu à y entrer. C'est la véritable victoire. Arrêter de chercher des explications dans l'incontrôlable et tourner ton regard vers l'intérieur où tu peux créer de la clarté. Lâche l'obsession de comprendre et tu verras comment le silence de l'acceptation devient le terrain fertile où ta force commence à grandir. 3. Brise la chaîne invisible de croire que quelqu'un te doit de rester. Une chaîne n'est pas toujours en fer visible et lourd. Parfois, la chaîne la plus oppressante est celle que l'on ne voit pas, celle qui se forme dans l'esprit avec l'idée erronée que quelqu'un est obligé de rester à tes côtés pour toujours.
C'est comme attacher une autre personne avec des fils invisibles et vivre avec l'illusion que ces fils ont la force de l'acier. Mais tôt ou tard, cette personne bouge, brise l'illusion et te laisse regarder tes mains vides. Et ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas son départ, mais la tromperie d'avoir cru qu'elle te devait de rester. L'amour n'est pas un contrat d'esclavage, ni un serment éternel écrit dans la pierre. C'est un choix libre qui se renouvelle ou s'éteint à chaque instant. L'erreur que beaucoup commettent après une rupture est de se sentir trahi par une dette inexistante, comme si l'autre personne avait l'obligation morale de rester, peu importe quoi. Mais d'un point de vue stoïcien, la réalité est claire et crue. Personne ne te doit de rester. Chaque individu est maître de ses décisions, et exiger le contraire, c'est essayer de posséder ce qui ne t'a jamais appartenu. Les stoïciens enseignaient que la racine de la souffrance est de désirer que la vie soit différente de ce qu'elle est. Croire que quelqu'un devait rester avec toi est le désir déguisé en droit. Et quand cette personne s'en va, ce qui se brise vraiment n'est pas la relation, mais le fantasme de contrôle que tu as fabriqué. En te cramponnant à cette idée, tu deviens le prisonnier d'un devoir qui n'a jamais existé. La douleur, à ce stade, devient un maître si tu sais l'écouter. Elle t'apprend que rien ni personne n'est garanti, que tout ce qui arrive dans ta vie est emprunté, et que la seule permanence véritable est celle que tu construis en toi-même. Briser cette chaîne invisible exige du courage. Cela exige d'arrêter de te demander pourquoi quelqu'un n'a pas répondu à ton attente et de commencer à te demander pourquoi tu pensais qu'il devait le faire. Cette question change tout, car elle redonne le pouvoir à tes mains. Il ne s'agit plus de ce que l'autre a fait ou n'a pas fait, il s'agit de ce que tu as créé dans ton esprit. Et si la chaîne est née dans ton esprit, elle peut aussi y être brisée. Penser que quelqu'un te devait de rester est un piège qui nourrit le ressentiment. Il nourrit des phrases comme « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « tu me dois de la loyauté pour ce que nous avons vécu ». Mais ces phrases ne révèlent que tu attendais une récompense pour ce que tu donnais, comme si aimer était une transaction. La philosophie stoïcienne coupe cette illusion à la racine. Si tu aimes, fais-le parce que tu choisis de le faire, pas parce que tu espères recevoir la même chose. Et si l'autre personne décide de partir, sa décision ne diminue pas ta valeur, ni n'invalide ce que tu as donné. Cela signifie simplement qu'elle a choisi un autre chemin, et ta tâche n'est pas de l'enchaîner avec des reproches, mais de la laisser partir avec dignité. Te libérer de cette idée ouvre un espace de paix intérieure. Quand tu comprends que personne n'est obligé de rester, tu arrêtes de vivre avec la peur qu'ils partent, et tu apprends à profiter plus intensément pendant qu'ils sont là. Et si un jour ils partent, le coup sera dur, mais il ne te détruira pas, car tu ne verras plus leur départ comme un vol, mais comme un cycle naturel de la vie. Le véritable pouvoir stoïcien se démontre ici. Cesser de réclamer des dettes émotionnelles inexistantes et retrouver la souveraineté sur toi-même. Briser cette chaîne invisible, c'est accepter que la seule permanence sûre est celle que tu construis avec toi-même. C'est la vraie liberté. Ne pas dépendre de quelqu'un pour te sentir complet, parce que tu as déjà appris que ta valeur ne réside pas dans la permanence des autres, mais dans la force que tu cultives en toi. 4. Ferme la fuite d'énergie qui insiste pour chercher là où il n'y a plus de réponse. Une cruche cassée peut sembler entière à première vue, mais peu importe combien d'eau tu essaies de verser dedans, elle finira toujours par se vider. Il en va de même pour ton énergie lorsque tu insistes pour chercher des réponses là où elles n'existent plus. Tu continues à envoyer des messages qui restent sans réponse. Tu continues à observer des signes qui n'arrivent pas. Tu continues à attendre des gestes qui ne seront jamais faits. Cette fuite n'est pas immédiatement visible, mais elle draine lentement ta vitalité, ta dignité et ta force intérieure. Et le plus douloureux est que ce n'est pas l'autre qui la provoque, c'est toi qui tiens la cruche cassée et refuses de la lâcher. L'esprit, désespéré de comprendre ou de récupérer, te pousse à insister encore et encore sur le même point mort. C'est un cercle vicieux.
Tu poses des questions, tu doutes, tu attends, tu te frustres, tu poses à nouveau des questions. Le résultat est toujours le même. Plus de vide, plus de fatigue, plus de distance avec toi-même. Les stoïciens avertissaient que dépenser de l'énergie sur ce qui est hors de ton contrôle est se condamner à l'impuissance. Et ici, la vérité est simple. Tu n'as pas de contrôle sur la réponse de celui qui a déjà décidé de se taire, de s'éloigner ou de partir. Insister pour ouvrir cette porte, c'est refuser d'accepter qu'elle a déjà été fermée de l'autre côté. Fermer la fuite d'énergie implique un acte de fermeté. Cela signifie reconnaître que ta valeur ne se mesure pas à la réponse de l'autre. Tu n'as pas besoin d'insister, tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de convaincre. Chaque fois que tu répètes ces tentatives, c'est comme si tu enfonçais le couteau plus profondément dans ta propre blessure. La dignité se renforce dans le silence, pas dans l'insistance. En refusant de continuer à alimenter cette fuite, tu commences à récupérer le pouvoir que tu as cédé. Le problème est que beaucoup confondent lâcher prise avec abandon. Ils pensent que cesser de chercher, c'est perdre la bataille, alors qu'en réalité, c'est la seule façon de la gagner. Car la vraie victoire ne consiste pas à forcer l'autre à te donner ce que tu veux, mais à décider que tu n'as plus besoin de gaspiller ta vie à poursuivre ce qui ne dépend pas de toi. Marc Aurèle le disait clairement, la tranquillité arrive quand tu arrêtes de te préoccuper de ce que tu ne peux pas contrôler. Et ici, tu ne contrôles pas la réponse de l'autre, mais tu contrôles ta décision de ne plus gaspiller ton énergie. Observe combien d'énergie mentale et émotionnelle est perdue dans cette fuite. Des jours à penser à comment écrire le message parfait, des heures à vérifier si la personne était connectée, des nuits à attendre une notification qui n'arrive jamais. Tout ce temps pourrait être investi en toi, dans ton corps, dans ton esprit, dans ta croissance. Mais tu le donnes en tribut à un lieu vide, comme si ta vie ne valait pas plus qu'une tentative désespérée. C'est le piège. Tu donnes le meilleur de toi à un puits sec. Fermer la fuite, ce n'est pas seulement couper le contact, c'est couper l'espoir inutile qui l'alimente. C'est accepter qu'il n'y aura plus d'explication ni de fin différente. C'est récupérer ton énergie comme celui qui retire sa main du feu qui le brûle. Oui, ça fait mal, mais ça te rend la force que tu donnais. Et cette force est celle dont tu as besoin pour te reconstruire. La philosophie stoïcienne ne t'invite pas à te résigner, elle t'invite à résister avec clarté, à cesser de te voler à toi-même l'énergie que tu pourrais investir pour grandir. Chaque fois que tu te surprends à chercher là où il n'y a pas de réponse, souviens-toi, cette cruche est cassée et aucun effort ne la remplira. Arrête de te vider dedans. Garde-toi pour toi. Reconstruis ta force et dirige cette énergie vers la seule chose que tu peux contrôler. Ton esprit, ta vie, ton avenir. C'est la leçon. Fermer la fuite n'est pas perdre. C'est commencer à vraiment gagner. 5. Reconnais que tout dans la vie est emprunté et apprends à lâcher prise sans résistance. Pense à un jardin au printemps. Les fleurs éclosent, illuminent le paysage et parfument l'air, mais tôt ou tard, elles se fanent. Personne ne peut forcer une fleur à rester dans sa splendeur éternelle, car sa beauté est un prêt de la nature. Il en va de même pour les personnes et les relations. Elles arrivent dans notre vie comme des cadeaux empruntés, nous accompagnent pendant un certain temps, mais ne sont pas des possessions éternelles. L'erreur est de croire que nous pouvons tout retenir, comme si ce que nous recevions était une propriété et non un prêt. Et c'est cette illusion qui fait que lâcher prise fait plus mal que nécessaire. La philosophie stoïcienne est claire, rien ne nous appartient complètement, ni les personnes, ni les moments, ni même notre propre corps. Tout ce que nous avons est sujet au changement, à la perte et à la fin. Sénèque l'enseignait en disant que nous vivons comme si nous étions propriétaires de tout, alors qu'en réalité, nous ne sommes que des locataires temporaires dans la vie. Accepter que tout est emprunté n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de liberté. Parce que lorsque tu comprends que rien ne t'appartient, tu apprends à apprécier ce qui arrive sans t'obséder à le retenir.
et tu apprends à lâcher prise sans devenir esclave de la douleur. Résister à lâcher prise est comme s'accrocher à une corde qui glisse de tes mains. Plus tu serres, plus tu te coupes la peau, et à la fin la corde s'en va quand même. La vie ne demande pas si tu es prêt à perdre, elle te prend simplement ce qu'elle considère avoir accompli son cycle. Tu ne décides pas combien de temps cela dure, tu décides seulement comment tu réagis quand cela part. Et voici la leçon stoïcienne. Lâcher prise sans résistance est un signe de force, car cela montre que tu comprends la nature de la vie et que tu n'es pas prêt à t'épuiser en luttant contre l'inévitable. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas valoriser ce que tu as. Au contraire, cela signifie que tu dois le valoriser davantage parce que tu sais que cela ne durera pas éternellement. Si quelqu'un a été dans ta vie et a partagé des moments avec toi, remercie ce temps comme tu remercies une fleur qui parfume pendant quelques jours. Mais ne t'accroche pas quand elle se fane, parce que ta tâche n'est pas d'éviter sa fin, mais d'apprendre de sa présence et de continuer à marcher avec dignité. La gratitude transforme la perte en enseignement, tandis que la résistance la transforme en souffrance. L'attachement naît de l'illusion de propriété. Tu crois que cette personne était tienne, que l'histoire était éternelle, que l'avenir était garanti. Mais quand le destin change de cap, l'illusion s'effondre. La clé est de démonter cette illusion de l'intérieur. Rien n'était à toi. Tout était un prêt. Et comme un bon locataire, tu dois le rendre sans te détruire dans le processus. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Reçois sans orgueil, lâche sans attachement. La résistance à lâcher prise est aussi une résistance à grandir. Parce que tant que tu t'accroches, tu restes figé dans le passé, dépensant ta force à essayer de revivre ce qui est déjà mort. En revanche, quand tu lâches prise, tu te libères pour recevoir du nouveau, pour créer de l'espace dans ta vie et en toi. Lâcher prise n'est pas un vide, c'est une ouverture. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Demande-toi, combien de souffrance vient réellement de la perte et combien de ton refus d'accepter que c'était emprunté? Chaque fois que tu y penses, rappelle-toi le jardin. Les fleurs ne sont pas éternelles et pourtant personne ne cesse de les admirer par peur que leurs pétales tombent. Apprends à aimer comme on admire une fleur, intensément tant qu'elle existe, reconnaissant quand elle part, sans prétendre arrêter ce qui n'a jamais été sous ton pouvoir. C'est le pouvoir stoïcien, vivre en sachant que tout ce qui arrive peut partir, et pourtant ne pas perdre la paix quand cela part. Reconnaître que tout dans la vie est emprunté ne te rend pas froid, cela te rend libre. Parce que pendant que d'autres se détruisent en s'accrochant, tu marches léger, avec la certitude que rien ne t'appartient, mais que tout peut enrichir ton chemin si tu sais le recevoir et le lâcher avec la même grandeur. 6. Regarde la douleur comme ton miroir le plus honnête et laisse-la te montrer ce qui est en suspens. Un miroir n'embellit jamais ce qu'il reflète. Si tu as une cicatrice, il la montre. Si ton visage est fatigué, il le révèle. Il n'invente pas, il ne cache pas, il n'adoucit pas. La douleur fonctionne de la même manière. Elle devient un miroir brutalement honnête qui t'expose tout ce que tu avais préféré ignorer. Et bien que beaucoup fuient, les stoïciens comprenaient que fuir la douleur, c'est fuir soi-même. Parce que chaque blessure émotionnelle parle non seulement de ce que tu as perdu à l'extérieur, mais aussi de ce qui reste à guérir en toi. Quand tu traverses une rupture, le plus facile est de blâmer l'autre, de pointer ses défauts, de rester coincé dans ce qu'il t'a fait. Mais la douleur, quand tu la regardes en face, te dit quelque chose de beaucoup plus profond. Elle te montre tes insécurités, tes dépendances, ta peur d'être seul, tes vides que tu essayais de combler avec la présence de quelqu'un d'autre. C'est la partie inconfortable, parce qu'elle oblige à reconnaître que la souffrance ne naît pas seulement de l'absence, mais de ce que cette absence révèle de toi-même. Et c'est là que se trouve l'opportunité de croissance que peu de gens veulent saisir. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la douleur, ils l'acceptaient comme une partie inévitable de l'existence. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. La douleur d'une perte peut être vue comme une punition ou comme un maître.
Si tu la vois comme une punition, tu te plonges dans le victimisme, tu répètes que la vie est injuste et tu nourris ta rancœur. Si tu la vois comme un maître, tu apprends de chaque larme, tu te demandes ce qu'elle te révèle et tu utilises cette vérité pour construire une version plus forte de toi-même. Regarder la douleur comme un miroir n'est pas une tâche passive, elle exige du courage. Elle exige de te demander quelle partie de moi attendait que l'autre comble mes vides. Pourquoi me sens-je perdu sans sa présence? Quelles anciennes blessures ont été exposées en partant? Chaque réponse est un bord inconfortable, mais aussi une clé pour te libérer. La douleur n'arrive pas pour te détruire, elle arrive pour te montrer où tu as besoin de travailler sur toi. Le problème est que nous avons tendance à couvrir le miroir avec des distractions. Nous cherchons un divertissement constant, de nouvelles relations, des excès qui engourdissent, mais tout cela ne fait que repousser la rencontre inévitable. Et plus tu fuis la douleur, plus son reflet devient grand. La philosophie stoïcienne propose le contraire. Regarde-la en face, reste en silence avec elle. Laisse-la te dire ce que tu dois entendre même si cela dérange. Parce que ce que tu ignores aujourd'hui se répétera demain, déguisé en nouvelle personne et nouvelle situation, jusqu'à ce que tu y fasses vraiment face. La douleur te révèle aussi ta capacité de résistance. Tu découvres que ce que tu pensais insupportable, tu peux le traverser, que tu n'étais pas aussi fragile que tu le croyais. Chaque jour que tu survis à l'absence te prouve que ta force est plus grande que ce que tu imaginais. Le miroir de la douleur ne montre pas seulement tes blessures, il reflète aussi ta résilience, ta capacité à continuer à marcher malgré le vide. C'est une autre leçon stoïcienne. Tu ne te définis pas par ce que tu as perdu, mais par la façon dont tu réponds aux coups. Accepter la douleur comme un maître ne signifie pas en profiter. Cela signifie l'utiliser. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de la transformer en clarté. La douleur te montre ce qui est en suspens. Guérir ton estime de toi, renforcer ton indépendance émotionnelle, apprendre à être avec toi sans te sentir incomplet. L'ignorer, c'est te condamner à répéter les mêmes erreurs. L'écouter, c'est grandir avec chaque cicatrice. C'est pourquoi, quand la blessure brûle, ne te demande pas seulement pourquoi elle fait mal, demande-toi ce qu'elle t'enseigne. C'est l'acte de maturité qui transforme la perte en apprentissage. À la fin, le miroir de la douleur n'est pas ton ennemi. C'est ton reflet le plus honnête. Et même si sa vérité brûle, cette vérité est celle qui te libère, parce qu'elle t'oblige à te regarder sans fioriture et à construire une vie qui ne dépend de personne d'autre pour se sentir complète. 7. Deviens ta meilleure compagnie et transforme la solitude en refuge. Un phare solitaire au milieu de la mer ne dépend pas des autres bateaux pour briller. Il est là, stable, éclairant même quand personne ne le regarde, même quand l'océan semble vide. C'est ainsi que tu devrais apprendre à être avec toi-même, un phare qui n'a pas besoin de spectateurs pour accomplir sa mission. La solitude cesse d'être une punition lorsqu'elle devient ton refuge, lorsque tu comprends qu'être avec toi n'est pas une condamnation, mais une opportunité de découvrir ta véritable force. Après une rupture, l'esprit a tendance à associer la solitude à un vide, à un abandon, à une défaite. Tu penses que sans la compagnie de l'autre, il n'y a pas de sens, que ta vie perd de sa couleur. Mais cette interprétation est une tromperie. La solitude n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace pour t'écouter, pour te guérir, pour reconstruire ce que tu avais négligé. Les stoïciens le savaient, celui qui n'apprend pas à être avec lui-même sera l'esclave de n'importe quelle compagnie, car il aura toujours besoin de quelqu'un pour fuir son propre bruit intérieur. Devenir ta meilleure compagnie implique de cesser de voir la solitude comme un vide que tu dois remplir à tout prix. Tu n'as pas besoin de te distraire avec des relations éphémères, avec des excès ou avec un calendrier saturé d'activités qui ne cherchent qu'à couvrir le silence. Ce dont tu as besoin, c'est du courage pour t'asseoir avec toi-même, pour affronter tes pensées et découvrir que tu peux te soutenir sans dépendre de personne d'autre. C'est à ce moment-là que la solitude change de visage, de bourreau à maître. L'erreur la plus courante est de confondre la compagnie avec la valeur personnelle.
Tu crois que si quelqu'un est à tes côtés, alors tu as de la valeur. Et si ce n'est pas le cas, alors tu manques de sens. C'est le piège de la dépendance émotionnelle. La pensée stoïcienne offre une alternative radicale. Ta valeur ne provient pas du regard extérieur, mais de la force intérieure que tu cultives dans le calme. Lorsque tu deviens ton propre allié, aucune absence ne parvient à te briser. La solitude te donne aussi l'avantage de la clarté. Au milieu du bruit d'une relation, tes priorités, tes objectifs, ton identité sont souvent perdus. Être seul te force à te demander qui tu es sans masque, ce que tu désires sans influence, où tu veux aller sans dépendre de quelqu'un d'autre. Et ces réponses ne peuvent surgir que dans le silence. Ce qui semblait être un vide finit par être le terrain fertile où germe ton authenticité. Transformer la solitude en refuge ne signifie pas te renfermer ou te déconnecter du monde. Cela signifie utiliser ce temps pour grandir, pour entraîner ton esprit, pour renforcer ton esprit. Marc Aurèle écrivait que l'homme se retire dans les montagnes ou les mers à la recherche de la paix, mais que la véritable paix est en lui-même. C'est la leçon. Tu n'as pas besoin de fuir le monde pour trouver la tranquillité. Tu as besoin d'habiter ton intérieur jusqu'à te sentir chez toi. Fais de ta solitude un lieu sacré où tu construis ta meilleure version. Transforme cet espace en discipline, en lecture, en réflexion, en auto-soin. Alors, lorsque tu décideras de partager avec quelqu'un d'autre, tu le feras à partir de l'abondance et non du manque. Parce que tu ne cherches plus à combler un vide, tu cherches à ajouter de la lumière à celle qui existe déjà en toi. Et c'est là que réside la véritable liberté. Être un phare sans avoir besoin de bateau autour pour justifier ta lumière. 8. Fais du silence ta stratégie et du calme ta victoire. Un archer expert ne tire pas en plein tremblement. Avant de lâcher la flèche, il retient son souffle, affine son regard et attend l'instant précis de tranquillité. Cette pause est sa stratégie, car il comprend que sans calme, il n'y a pas de précision. Dans la vie, il en va de même. Lorsque le cœur brûle de douleur et que l'esprit crie pour des réponses, agir immédiatement, c'est manquer le tir. Le silence, bien qu'il semble vide, est la tactique la plus puissante pour ne pas s'épuiser inutilement et pour frapper clairement lorsque cela est nécessaire. Après une rupture, la réaction naturelle est de vouloir parler, exiger, réclamer, remplir l'air de mots qui cherchent à fermer un cercle qui s'est déjà fermé de lui-même. Mais le silence coupe cette chaîne. C'est la décision consciente de ne pas nourrir le conflit, de ne pas supplier l'attention, de ne pas se traîner dans des explications qui ne font qu'approfondir la blessure. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise de soi. Se taire n'est pas se rendre, c'est montrer que tu n'as pas besoin de t'exposer au chaos pour valider ta douleur. Les stoïciens voyaient dans le calme une forme de victoire. Épictète enseignait que personne n'a de pouvoir sur ton esprit si tu ne le permets pas. Garder le silence, c'est protéger ta forteresse intérieure. C'est comme élever un mur invisible face à la manipulation et au mépris. Tu ne réagis pas, tu ne tombes pas dans le jeu de l'autre, tu n'offres pas ton énergie en offrande à celui qui ne mérite plus ton attention. C'est là le véritable triomphe, maintenir la dignité intacte au milieu de la tempête. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Cela signifie agir à partir de la clarté et non de l'impulsion. Chaque mot que tu ne dis pas dans un moment de colère est une victoire contre toi-même, contre cet ennemi intérieur qui veut te traîner dans le désordre. Et chaque silence choisi avec fermeté est une déclaration. Ma paix vaut plus que n'importe quelle confrontation. Au final, il ne s'agit pas de gagner des discussions ou de chercher à ce que l'autre reconnaisse ta valeur. La victoire stoïcienne est dans le fait de te dominer, de te prouver que tu es capable de maintenir ton intégrité même lorsque tout en toi exige de crier. Fais du silence ton bouclier et du calme ton arme. Car sur ce terrain, personne ne peut te vaincre. Ton esprit reste libre et ta dignité demeure invaincue.